Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés, qu'il y a eu beaucoup de jeux sous le sapin. Je voulais vous remercier parce que les retours pour la première vidéo étaient vraiment encourageants, donc merci à tous ceux qui ont pris le temps de me laisser un petit commentaire, de s'abonner ou juste un petit like. Franchement, ça fait très plaisir et c'est motivant pour faire d'autres vidéos. Au mois de novembre, comme il a fait quand même beaucoup moins beau, on a passé moins de temps dehors. Il y a eu le calendrier de l'Avent qui nous a pas mal occupés et moi j'ai reçu beaucoup de boîtes de jeux donc parce que je suis photographe ludique, donc mon travail en fait c'est de faire des photos des jeux. Je me suis dit qu'en fait tous les jeux qu'on avait testés qui m'avaient vraiment plu, j'avais très envie de vous en parler parce qu'il y a eu quand même de très très belles découvertes dans le lot. Donc voilà, donc en fait aujourd'hui je vais parler un petit peu avec vous. Alors ce sera moins formel que la fois passée. Je vais essayer de parler moins vite, c'est pas gagné. Et on commence avec Prehistories, qui est un des jeux qui m'a le plus étonné en fait. Je l'avais pas repéré spécialement dans mon radar ludique, et pourtant, en fait, il est vachement chouette. C'est un jeu qui, pour moi, est un des meilleurs jeux famille qui est sorti en cette fin d'année. Alors le thème, vous verrez, je pense que la préhistoire est très très en vogue sur cette fin d'année parce que il y a quand même pas mal de jeux qui sont sortis sur ce thème-là. Mais Prehistories, c'est un jeu qui est non seulement, alors, déjà moi personnellement je le trouve très beau, mais alors en plus il est super complet. Il imbrique 3 mécaniques qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire les enchères, le placement de tuiles et la course aux objectifs. C'est un jeu qui s'explique assez vite, c'est très fluide. Les gens vont jouer relativement en même temps, donc il n'y a pas de long temps d'attente, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est super malin en fait. En gros, l'idée c'est que vous allez créer votre clan de chasseurs, vous allez les envoyer à la chasse. En fonction des chasseurs que vous allez choisir, eh bien ils n'auront pas la même force, mais si vous envoyez des chasseurs bien balourds et une grande équipe bien costaude, vous aurez accès aux proies les plus fortes. Si vous envoyez des petits freluquets ou pas trop musclés, vous n'aurez effectivement pas accès à l'énorme mammouth. Par contre, vous serez dans les premiers à choisir, parce que qui dit plus léger, moins fort, dit plus rapide. Quoique, bon, a priori c'est comme ça que ça marchait dans la préhistoire. C'est un jeu où vous allez devoir essayer de récolter donc des polyomino, donc des tuiles représentant des proies, que vous allez placer, si jamais vous arrivez à les acquérir, dans votre fresque. En gros, le but du jeu, c'est que quand vous allez placer les tuiles dans votre fresque, vous allez réussir des objectifs. En réussissant des objectifs, vous allez placer vos petits jetons, c'est des jetons totems, je pense que vous avez en début de tour. Et quand vous avez placé tous vos jetons, donc en réussissant par exemple des colonnes, des lignes horizontales ou des objectifs spécifiques, donc il y a plusieurs objectifs communs, et le premier qui a réussi à placer tous ces totems, eh bien il gagne la partie. En gros, c'est assez simple, mais c'est super malin. Si vous cherchez un jeu famille, que vous aimez les jeux de société, mais que vous n'avez pas trop envie de vous arracher les cheveux, mais que vous avez envie de découvrir un petit peu les différents mécanismes qui existent, Prehistories, c'est vraiment le jeu qui est fait pour vous, je trouve. On poursuit avec Paléo, qui est l'un des jeux qui m'a le plus plu en cette fin d'année. Pourquoi Paléo c'est bien? Paléo c'est bien parce que c'est un super jeu qui est narratif sans avoir de texte. C'est un jeu dans lequel vous allez partir en exploration en tant qu'homme préhistorique. Pour assurer votre survie, vous allez devoir trouver des ressources. Ces ressources, vous allez pouvoir les transformer et développer vos compétences. Vous allez pouvoir construire des outils, vous allez pouvoir avoir un radeau par exemple, etc. et avoir de la nourriture. Pour gagner la partie, vous allez devoir récupérer des fresques. Ces fresques, vous pouvez les avoir en construisant certains objets ou en débloquant certaines cartes. Il y a plusieurs scénarios, donc le jeu est vraiment très rejouable. Ça paraît bête, mais il y a plein de jeux qui sont très sympas et auxquels on joue une fois, on se dit ouais c'est cool, on y rejouera plus tard. Mais Paléo, c'est vraiment le jeu où on a eu fini la partie, on s'est dit waouh, on refait, on recommence, on découvre autre chose. Chaque partie est assez différente, il y a vraiment une tension durant le jeu où, malgré que le jeu soit quelque chose qui est très riche en termes de stratégie ou de réflexion, les règles sont assez accessibles. Donc vraiment, Paléo, ça n'est pas du tout dédié pour les gens qui débutent dans le monde du jeu parce que c'est assez, ça peut paraître assez flou sur certains aspects. Par contre, si vous êtes déjà un petit peu habitué, que vous aimez les jeux narratifs, que vous aimez les jeux d'exploration et de survie, Paléo, c'est vraiment le jeu qu'il vous faut. On poursuit avec le jeu que j'ai certainement le plus attendu cette année, avec Pandémie, mais ça sera pour le mois prochain. Parks, c'est, je crois, pour beaucoup, le plus beau jeu de société qui orne leur ludothèque. Parce que Parks, il a un matériel qui est absolument incroyable. Tant sur les meeples que sur les cartes, les illustrations, la boîte, le thermoformage, tout. C'est une édition qui est vraiment pour moi parfaite. Alors, la question c'était, est-ce que le jeu est aussi bon que beau? Parce qu'avec un jeu d'une telle réussite graphique, est-ce qu'on pouvait s'attendre à quelque chose qui soit riche? Dans Parks, vous allez être un randonneur qui va partir découvrir les plus beaux parcs naturels américains. J'avoue que je suis assez sensible au thème et à la beauté d'un jeu et ça fait partie à la limite de ce qui sera décisionnel pour mon choix d'acheter un jeu ou non. Et pour ça, Parks, au niveau du thème, au niveau de la beauté du jeu, il n'y a rien à redire, tout est parfait.
Au niveau de la mécanique, c'est un jeu qui fonctionne vraiment très bien. C'est un jeu qui est assez simple. C'est un jeu de gestion de ressources. Vous allez collecter des ressources en fonction de votre déplacement. À la fin du parcours que vous allez faire, donc de votre randonnée, vous allez pouvoir utiliser vos ressources, donc de la pluie, du soleil, de l'herbe, etc., pour pouvoir acheter des entrées dans les parcs nationaux. Et en plus, Parks, justement, vient de sortir la première extension que je n'ai pas, puisque nous, on l'a découvert un peu sur le tard, vu qu'il est en rupture partout. Mais il y a une première extension qui est sortie et qui permettra justement d'avoir pas mal d'améliorations apparemment, notamment au niveau des campements. Pour conclure, oui, Parks, c'est un très beau jeu et oui, c'est un jeu qui fonctionne très bien. C'est un jeu qui est vraiment accessible à tous et c'est ça qui est son plus gros avantage, je pense, c'est que c'est une très très belle porte d'entrée dans le monde ludique. Donc vraiment, je vous le conseille. On poursuit avec Quetzal qui est un jeu de pose d'ouvrier. Alors, les jeux de pose d'ouvrier, c'est pas forcément ma tasse de thé. Moi, je suis plutôt dans les jeux narratifs, les jeux d'enquête et les jeux un peu coopératifs. Donc, les jeux de pose d'ouvrier, j'ai tendance à trouver ça un peu lent, un peu long. Et en fait, Quetzal, c'est un jeu qui nous a vraiment beaucoup plu parce que il a un côté très enfantin où, en gros, donc vous allez avoir une équipe d'explorateurs et vous allez partir à la recherche des artefacts qui sont dans la cité enfouie de Quetzal. Vous n'aurez que quelques jours, donc 5 jours, pour pouvoir récupérer un maximum d'artefacts avant que toute la cité ne s'effondre. Vous ne serez pas les seuls à être sur les traces de la cité, puisque d'autres équipes d'explorateurs seront en chemin également. Votre but sera d'arriver à placer vos personnages. Ce ne seront donc pas des ouvriers, mais des archéologues ou des explorateurs. Alors comment le savoir? Vous allez avoir des meeples de votre couleur, qui seront de deux faces différentes, et vous allez devoir les lancer en début de partie. En fonction de la manière dont ils vont tomber sur la table, un petit peu comme des osselets, vous saurez si jamais vous avez des archéologues ou des explorateurs. C'est bête, mais c'est super marrant, et en fin de compte, on a l'impression d'être des gamins à tous lancer nos petits meeples en début de tour, et voilà, enfin, c'est un truc qui, moi, m'a personnellement beaucoup plu. C'est une grosse dose de hasard aussi. Ça veut dire qu'en fonction du résultat de ce que vous allez avoir, vous ne pourrez placer vos meeples qu'à certains endroits. Donc, il y a certaines zones qui sont limitées aux archéologues et d'autres aux explorateurs. Après, le reste, c'est un jeu de pose d'ouvriers et de gestion assez classique, dans le sens où vous aurez des endroits où vous pourrez acquérir des cartes. Si vous avez un certain nombre de cartes, ça vous rapportera des points, pour autant que vous puissiez les livrer au port, etc. Donc, il y a de la planification, il y a un petit peu de « ouais, je vais être le premier, je vais te prendre ça parce que je sais que toi, tu voudras telle carte, et donc je vais t'en empêcher ». Donc, il y a quand même une bonne dose d'interaction entre les joueurs. C'est assez riche, ça se joue assez vite, la partie dure environ 30-40 minutes. C'est un jeu qui, moi, m'a vraiment beaucoup plu, en fait. Je m'attendais pas du tout, et Quetzal, c'était vraiment une belle surprise. Je pense que c'est un jeu qui fonctionne vraiment bien aussi pour les familles, parce que les règles sont très bien expliquées. Chez Gigamic, les règles sont généralement assez bien expliquées. Vous avez des vidéos en ligne qui vous permettent de voir les règles également. Et comme c'est assez rapide et qu'il n'y a pas 30 heures de réflexion, etc., si jamais vous êtes à la recherche d'un jeu de placement d'ouvriers, un jeu de gestion, Quetzal, ça pourrait vraiment vous plaire. Je vous disais que j'étais pas super fan des jeux de pose d'ouvriers, parce que j'ai tendance à trouver ça un petit peu long et un peu ennuyant. Mais bon, voilà. Par contre, les jeux narratifs, ça c'est totalement ma came. C'est le fait d'avoir un jeu sur une table et d'un coup on est complètement propulsé dans une autre époque, dans un univers totalement immersif, c'est quelque chose. C'est au-delà du jeu, c'est une expérience, et ça c'est un truc, moi j'adore. Et en fait, dans ces jeux-là, il n'y en a pas énormément qui proposent quelque chose d'aussi intense. Il y a Chronicle of Crime. C'est un jeu qui, certains vont dire c'est pas tout à fait un jeu de société parce qu'il y a une application, or l'application est au service du jeu et pas l'inverse. Un peu comme un Unlock, d'ailleurs je vous parlerai juste après. Chronicle of Crime, ils sont sortis ça il y a 2 ans, je pense, sans certitude. L'idée c'est d'avoir en fait un jeu d'enquête dans lequel vous allez pouvoir utiliser une application et vous allez pouvoir scanner les QR codes des choses et des gens et des objets que vous allez rencontrer ou croiser. Grâce à l'application, donc le fil narratif va se faire, et en fonction des gens, vous allez pouvoir donc utiliser les QR codes des objets pour interroger directement les gens. Et donc, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire avec d'autres jeux, puisqu'on ne peut pas d'habitude confronter une personne avec un objet qu'on a découvert quelques temps juste avant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment fort. En plus, les lieux que vous allez visiter, vous allez devoir vous déplacer dans le jeu, et vous allez avoir le temps qui va passer. Donc ce côté un peu jeu en temps réel est aussi quelque chose que je trouve qui fait partie de l'immersion. Un autre point fort du jeu, un truc qui pour moi m'a vraiment, ça a fait un effet waouh, c'est le fait qu'on puisse voir les scènes de crime en réalité virtuelle. Donc avec votre téléphone, vous avez des lunettes que vous pouvez placer devant, ou même sans les lunettes si vous ne les avez pas. Et d'un coup, vous voyez la scène de crime, donc en vous déplaçant, elle est tout autour de vous. Enfin, ça, pour moi, c'était un truc, je trouvais ça dingue. On a dévoré la première boîte, on a eu l'extension noire qu'on a fait également, et puis
Là, il y a le Kickstarter que malheureusement on n'a pas suivi, mais bon, on va se rattraper, est sorti avec un système de collection Millennium avec 3 boîtes de jeux qui sont séparées à chaque fois de 500 ans. C'est un voyage dans le temps qui va vous permettre de faire la même mécanique de Chronicle of Crime avec quelques petites modifications en plus, mais dans des thèmes très forts comme là par exemple le premier opus qui se passe en 1400, donc en plein Moyen-Âge. C'est génial, enfin on a voyagé dans le temps, on a vraiment cette sensation de voyager dans le temps, les personnages sont emblématiques, la manière dont c'est rédigé est vraiment propre à l'histoire, les intrigues sont logiques par rapport au Moyen-Âge, moi j'ai trouvé ça génial. Franchement, voilà, vous allez, au fil du temps, vous allez vous rendre compte que je peux vite m'emballer pour les jeux narratifs, mais pour moi c'est vraiment un de ses points forts. La petite modification, donc c'est un stand-alone, donc vous ne devez pas avoir la boîte de base pour pouvoir y jouer, vous pouvez directement commencer par Chronicle of Crime 1400. Vous devez avoir une application téléphonique qui est gratuite. Vous pourrez également recharger les histoires en fait par après en achetant des histoires via l'application. Ici, vous en avez déjà 3 ou 4 crimes de base. La modification par rapport au jeu classique, c'est que vous allez avoir des objets qui vont être mis selon différents groupes, donc en fonction du fait que vous les avez récupérés ou juste que vous en avez entendu parler. Ça, c'est une des modifications. Et la deuxième modification, c'est qu'il va y avoir des visions. Donc en début de partie, vous allez avoir des cartes, un certain nombre de cartes qui vont vous permettre de voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors soit ce sont des choses qui se sont passées déjà ou des choses qui vont se passer. À vous de reconstituer un peu le puzzle au fil de la partie, de vous dire tiens on a vu ce personnage-là, est-ce que tu penses que c'est lui? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Est-ce que cette vision-là était avant celle-ci? Et ainsi de suite. Donc voilà, enfin bref, si vous aimez les jeux d'enquête, si vous aimez les jeux narratifs, si vous aimez le Moyen-Âge, foncez quoi. Le jeu est vraiment vraiment chouette. Je sais pas trop si ça vaut vraiment la peine que je vous explique le fonctionnement d'Unlock parce que c'est un petit peu un phénomène ludique dont tout le monde connaît un peu le mécanisme. Mais on sait jamais que vous soyez novice dans le domaine et que vous avez envie de vous intéresser aux jeux de société. Eh bien, si vous voulez découvrir ce que ça peut donner un jeu de société, pour vous le jeu de société ça se limite à un Trivial Pursuit et un Monopoly ou un jeu du genre, sachez que ça peut aussi être ça. Ça peut être une expérience. La plupart des jeux qui, moi, m'ont vraiment fait mettre des étoiles plein les yeux, où j'en ai parlé pendant des heures avec passion, c'est ce genre de jeu, en fait. C'est des jeux où, voilà, vous êtes... pendant 1 heure, vous êtes complètement ailleurs. Dans Unlock, vous allez avoir 3 expériences, donc 3 escape games. Sachez que c'est la 8e boîte, hein, donc si jamais ça vous intéresse, il y en a 7 autres avant. Dans Unlock, vous allez donc avoir à chaque fois 3 enquêtes, c'est pas vraiment des enquêtes, mais 3 aventures, en fait. C'est des aventures avec des thèmes assez forts. Par exemple, ici, vous allez avoir la Grèce antique, vous allez avoir le professeur No-Side qui est un peu un fou furieux avec des expériences un peu dingues, et un voyage autour du monde en 80 minutes. Dans Unlock, vous allez avoir en fait des cartes, vous allez avoir aussi une application, mais vous devrez utiliser des cartes, et en fonction des cartes, vous allez pouvoir débloquer des objets. Donc vous allez pouvoir associer des cartes ensemble, par exemple une clé et une porte. Vous additionnez les 2 chiffres, vous obtenez un résultat. Ce résultat est une autre carte qui vous montre que la porte a été ouverte. C'est tout simple, il n'y a même pas besoin de règles du jeu, donc ceux qui disent faut encore lire les règles avant de jouer, ici il n'y en a pas, il n'y a pas besoin. Tous les gens qui m'ont demandé des conseils en disant tiens, t'as pas une idée d'un jeu qu'on pourrait jouer à Noël, machin, mais nous on n'est pas des grands joueurs, ou même ceux qui jouent, c'est à chaque fois vers le Unlock, parce que Unlock c'est le genre de jeu dans lequel pendant 1 heure, même les gens qui ne jouent jamais à rien, qui sont allergiques aux jeux de société, ils vont se prendre au jeu, parce que on est dans une espèce de frénésie tous ensemble, c'est coopératif, donc on joue vraiment tous ensemble. Et on est complètement dans une aventure, que ce soit Alice au Pays des Merveilles, que ce soit en plein Paris, que on soit avec des dinosaures ou autre. Enfin, il y a plein de thèmes. Voilà. Enfin, c'est la 8e boîte. Nous, on l'a adorée. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la dernière, donc la version 80 minutes. À chaque fois, les mécanismes de jeu sont de plus en plus originaux, et c'est ça que je trouve chouette, c'est que les boîtes ne se ressemblent pas. À chaque fois, il y a des choses en plus, et on redécouvre le jeu. Vraiment, voilà. Moi, j'adore la seule boîte que je n'ai pas faite, c'est celle sur Star Wars, parce que j'ai toujours pas vu les Star Wars, et en fait, je suis pas très fan, donc du coup, je suis pas sûre que je ferai cette boîte-là, mais sinon, voilà, on a déjà testé toutes les autres boîtes, et c'est à chaque fois un vrai succès. Je sais pas, si vous n'avez pas testé Unlock, c'est peut-être le moment d'essayer. Et au passage, si jamais vous dites que, parce que ça, on dit souvent que c'est que les boîtes uniques sont très chères et qu'au final, c'est pas un vrai jeu de société. Au final, si vous payez la boîte dans les 30 €, 30-40 €, vous avez 3 expériences de jeu, ça vous fait 10 € l'expérience. Si vous allez faire un escape game, vous passez le même temps à jouer, sauf que vous allez payer beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc,
Voilà, une fois que vous avez fini la boîte, vous la prêtez à vos voisins qui connaissent pas les jeux de société, ou vous pouvez très bien les acheter en occasion si jamais vous n'avez pas envie d'acheter la boîte neuve. Mais franchement, le seul inconvénient d'Unlock, c'est juste la taille des cartes qui fait qu'effectivement, quand on est nombreux autour de la table, on n'a parfois pas facilement accès aux cartes et on ne voit pas très bien. Après, une loupe, et ça fonctionne aussi. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est conseillé de 1 à 6 joueurs. Moi, je vous conseille plutôt d'y jouer à 4 ou à 2 qu'à 6. Mais pour l'information, eh bien, les créateurs d'Unlock, donc les Space Cowboys, les Space Co, en fait, sont en train de travailler sur un Unlock pour les enfants. Ça promet un truc assez sympa qui sera joué sans application, donc il n'y aura pas besoin d'un téléphone. Je suis vraiment, vraiment impatiente de découvrir ce que ça va donner. Donc ça sera pour 2021, évidemment. Donc voilà. Je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai testé. Donc vous allez croire que je vais m'emballer pour tous les jeux que je vais vous présenter, mais en fait, en cette fin d'année, il y a eu vraiment beaucoup de coups de cœur. Donc c'est pas forcément que Deloop est sorti tard dans l'année, parce que c'est pas le cas, mais j'avais du retard dans ma pile de la honte, et du coup, j'ai pris un peu plus de temps à le tester. Et puis en fait, je me suis dit, waouh, enfin, il est... c'est un peu c'est un peu le jeu dingue, quoi. C'est le jeu où tu finis la partie, tu te dis, ah ouais, quand même, enfin, c'est méchamment malin, en fait. C'est bien pensé, voilà, je vous explique l'histoire. Donc, en gros, The Loop, c'est la version, ceux qui ont aimé Pandémie vont adorer The Loop. C'est un jeu coopératif, un vrai jeu coopératif. Donc, il y a moins cette part de leader qu'il y a dans Pandémie où, en fait, au final, il y en a toujours un qui dit, bah, tiens, viens, t'es le médecin, tu vas là, tu fais ça, puis tu vas là, puis moi, je prendrai le tour suivant et je ferai ça. Et au final, en fait, il y en a toujours un qui joue plus que l'autre. Moi, souvent, c'est le chéri, mais bon, soit. Eh ben, dans The Loop, c'est pas le cas. Dans The Loop, chacun, vous allez avoir un personnage. Vous allez avoir votre deck de cartes. Et donc, l'autre pourra pas penser à votre place parce que c'est vous qui connaissez vos cartes. Dans The Loop, vous allez devoir donc sauver le monde, un peu comme dans Pandémie, sauf que cette fois-ci, c'est pas un virus mondial qui va tuer toute la planète, etc. C'est le professeur fou, enfin le docteur fou, qui a créé un projet qui s'appelle Omniscience 2000, qui est un projet où il va faire des voyages dans le temps. Et son but, c'est d'envoyer tous ses clones dans les différentes époques pour pouvoir créer des failles temporelles. Si jamais il balance plein de failles temporelles, ça crée un vortex. Il y a 3 vortex, bardaf, c'est la fin et on a perdu. En gros, c'est un peu comme dans Pandémie, quoi. Il y a des épidémies, si jamais il y a trop d'épidémies, machin, il y a trop de virus, ça fait des éclosions, trop d'éclosions, etc. Sauf que, déjà, le jeu, au niveau de la charte graphique, il est hyper original. Moi, c'est un truc que j'ai trouvé, quand on met ça sur la table, les gens nous regardent un peu bizarrement en disant, on sait pas trop à quoi s'attendre. C'est pas un parc où c'est, waouh, c'est magnifique, c'est les parcs américains. Là, on se dit, c'est beau, mais c'est quoi? Eh ben, moi, j'ai trouvé ça cool. Au milieu, vous allez avoir une sorte de tour dans lequel vous allez mettre les cubes, donc, c'est pas comme dans Pandémie, vous allez prendre les cartes au hasard et vous allez pouvoir commencer. Nous, on note les cartes, donc on sait quelle ville est sortie. On peut dire, ok, si jamais on attend le tour prochain, vu l'épidémie, ce sera soit Washington, soit Toronto, soit Johannesburg. Donc, on peut planifier. Ici, c'est pas possible, c'est du hasard. Donc, en gros, vous allez avoir une tour au milieu qui va vous permettre de déverser les petits cubes dedans et vous allez voir où ça va tomber. Et ça a un côté un peu régressif, un peu comme le principe d'Osselet de Quetzal. Enfin, voilà, c'est un petit truc, c'est con, mais c'est vachement fun. Vous allez avoir des missions à réussir, donc votre but en gros ce sera de vous déplacer donc en fonction de vos cartes et de pouvoir mettre des cubes d'énergie, d'utiliser vos cubes d'énergie pour refaire des loops. Donc des loops, c'est vous allez utiliser un certain nombre de cartes, les cartes du même type. Si jamais vous utilisez un cube d'énergie, vous allez pouvoir les réactiver et faire un loop, donc un loop quoi. Enfin bref. Les jeux de mots sont super cool, les objets sont vraiment marrants, il y a de l'humour, il y a de la légèreté. C'est hyper corsé parce que c'est loin d'être facile. Vous allez avoir plusieurs missions aussi, donc plusieurs niveaux de difficulté. Donc il y a vraiment un côté de rejouabilité qui est dingue. Alors c'est pas pour les joueurs. Moi je ne conseille pas ça aux joueurs débutants parce que c'est quand même, il est quand même non seulement en termes de mécanique de jeu qu'en termes de jeu tout. Il est riche, il est vraiment riche. Donc peut-être pas pour les débutants. Mais si vous êtes quelqu'un qui aimait bien Pandémie ou qui aime bien les jeux coopératifs ou qui avait le goût du... Je vais me mettre sur un jeu un peu où je suis quand même mal barré au départ et je suis pas sûre de gagner. Franchement, The Loop, c'est le jeu à pas louper, quoi. Alors, dans les beaux jeux de ma ludothèque, il y a Wingspan qui était... voilà, c'est des oiseaux, c'est super beau, il y a des petits œufs, la mécanique est hyper intéressante. Enfin bref, Wingspan, je crois que pour beaucoup de gens, ça a été vraiment un jeu qui a fait un effet vraiment waouh, en termes de contenu, etc. Bref. Eh bien, Elisita Peter-Grave, qui est la créatrice de Wingspan, a poursuivi dans sa passion de tout ce qui a des ailes, et on est arrivé sur Mariposas, qui est un jeu, cette fois-ci on s'intéresse plus spécialement aux oiseaux, mais aux papillons. Dans un jeu, en fait, ce qui est génial, c'est que l'auteur, il va vous raconter une histoire. Il va prendre un thème qui lui tient à cœur,
Et au travers d'un jeu, de quelque chose qui est agréable et ludique, il va vous faire passer un message. Quand quelqu'un arrive à faire ça, je trouve que c'est génial. Et ici, c'est un peu le cas, en fait. Elle va vous parler des papillons monarques qui, en fait, passent leur vie à faire des migrations. Donc, ils partent du Mexique, ils montent jusque dans le nord des États-Unis et puis ils redescendent. Et les papillons qui seront partis et qui auront commencé leur migration ne seront jamais ceux qui vont revenir parce que leur vie sera beaucoup trop courte. Et donc, une première génération de papillons partira et ce ne sera que la deuxième, troisième ou quatrième génération qui pourra revenir, en fait, au Mexique. C'est un jeu où la mécanique est vraiment fidèle à ce qui se passe. Donc, en soi, le jeu va vous faire, vous allez partir avec votre papillon, vous allez pouvoir butiner différentes fleurs qui va vous permettre de récolter différents nectars. En fonction des nectars que vous aurez, vous pourrez, à certains endroits, faire évoluer votre papillon et créer un nouveau papillon. Donc, voilà. Ça, c'est la base. Ensuite, ce jeu va se jouer en 3 saisons. Vous allez avoir un certain nombre de tours, donc vous pourrez faire un certain nombre de déplacements au fil de chaque saison. Et chaque saison aura des objectifs qui lui seront propres. On a joué, en toute sincérité, on a joué ce jeu en se disant « Ok, c'est tout mignon, c'est tout joli, c'est très bien. » Et le jeu est original parce que le plateau est très sombre. Complètement à l'inverse de Wingspan, le plateau est très sombre, il a un effet vraiment différent. On se dit le jeu est vraiment très sympa, c'est très familial, mais en fait, quand on commence la première partie, on n'a aucune idée à quoi s'attendre. On se rend pas compte à quel point, en fait, c'est corsé. À quel point les choix que vous allez faire, la stratégie que vous allez faire va vraiment être pas évident. Enfin, vous allez directement être coincé dans le sens où si jamais vous décidez de partir très haut avec vos papillons, la dernière saison vous demandera de revenir. Sauf que vous n'aurez pas assez de déplacement pour rapatrier tous vos papillons jusqu'au Mexique. Et ça paraît bête, mais moi, je trouve que le fait d'avoir un jeu déjà qui est engagé d'un point de vue écologique, qui vous parle justement de quelque chose, qui vous raconte quelque chose, mais qui parle de la nature en fait, déjà c'est bien. Et alors en plus, quand le jeu il vous surprend à la fin et vous dites en fait c'était bien plus malin que ce que je l'imaginais, et au final, attends, on va rejouer parce que maintenant qu'on a compris, eh ben, on va plus se laisser prendre. Voici nos papillons, on va pouvoir les ramener. Parce qu'évidemment, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, comme dans la nature, les papillons monarques qui démarreront la première génération ne seront pas ceux qui reviendront. Et donc, si vous ne développez pas assez vos papillons, vous allez galérer au fil des tours parce que, ils ne survivront pas. À chaque saison, les papillons de la génération précédente vont s'éteindre. Et si vous allez trop haut, vous montez trop au nord, et bien après, vous ne serez pas revenir au sud avec votre 4e génération de papillons. Bref, Mariposas, c'est malin en fait, c'est super malin, bien plus que ce que moi j'aurais pu imaginer au départ. C'est beau, c'est sur la nature. Avec le confinement, on a eu quand même, c'était plus compliqué de communiquer sur les jeux. Je trouve qu'il y a eu moins de grosses hype qu'il y a eu les années précédentes parce que il y avait moins de festivals. Je trouvais qu'il y avait moins de grosses hype, mais il y en a une quand même qui a été méchamment sévère et où j'ai dû vraiment prendre sur moi parce qu'il y avait plus de stock nulle part et donc j'ai dû attendre longtemps pour le découvrir. C'est The Crew. C'est le jeu qui a le plus, je crois, c'est le jeu qui a le plus fait parler de lui cette année, en fait. The Crew, enfin, quand on le voit dans le magasin, on se dit pas, waouh, ça c'est du jeu, enfin, honnêtement, je serais passée à côté. Si j'avais pas eu toutes les critiques ludiques et tous les gens qui en donnaient, qui en faisaient des tas, je serais passée totalement à côté. Et je me suis à chaque fois dit, ouais, c'est pas mon thème, c'est pas mon univers, c'est pas les jeux de pli, je suis pas habituée, donc voilà, c'était à tester. Et puis on a eu des amis pour un des seuls week-end jeux des rares week-end jeux qu'on a pu faire. Et on s'est dit on va tester, on va bien voir ce que ça vaut en fait. Et donc on lit un peu les règles, on comprend que c'est un jeu de pli avec des atouts, avec des cartes de couleurs et de valeurs, etc. Donc un jeu de pli assez classique. Et puis on prend le livre de bord parce qu'en fait dans The Crew, on va être une équipe qui va partir à la conquête de la 9e planète. Sauf que ça se passe pas supra bien, hein. Si jamais vous testez, vous verrez que dans les 50 missions, ça part souvent en cacahuète et que, en fait, on passe notre temps à réparer cette carlingue on se demande qui a construit ce truc parce que c'est pas super fiable, mais bref. Et donc, on va partir, on aura 50 missions à réussir. Et donc, c'est un jeu de pli qui va être coopératif. Un jeu de pli, c'est, en gros, chacun met une carte de sa main et la première personne va mettre une carte, par exemple, rose, et les autres vont suivre. Et la carte la plus forte dans la couleur que la première personne aura mis, donc la couleur rose par exemple, remportera la main et récupérera les cartes. En gros, un jeu de pli, c'est ça. Après, il y a les atouts qui sont au-dessus, etc. Mais grosso modo, c'est ça. Et alors là, tu te dis, comment ils peuvent sortir un jeu de pli coopératif avec des missions et qu'en plus ça marche. Surtout que, voilà, c'est... putain, c'est bon, ce jeu était... On a commencé la partie, on avait une pile de jeux, mais haute comme ça, en se disant, on va tester plein de trucs. Je crois qu'on y a joué 2 heures, en fait. On a fait quasiment que ça. Et le lendemain matin, on s'est réveillé, on s'est fait,
On continue? Bah ouais. Et on n'a pas réussi à aller au bout parce que c'est quand même pas évident et que bon, bah, on avait quand même envie de faire un peu d'autre chose, mais c'est super quoi. On peut pas, c'est un jeu où vous pourrez pas communiquer, donc vous devrez déduire en fonction de ce que les gens vont jouer, qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains, ce qu'ils ont dans leurs mains. Puis vous aurez des cartes mission au centre de la table, donc pour réussir le pli, le but sera pas de gagner, vous, en tant qu'égoïste, le plus de plis possible. Non, non, non. Le but sera que certains puissent réussir certains plis en gagnant certaines cartes. Grosso modo, enfin, voilà. De Crew, c'est aussi bien. Franchement, c'est aussi bien que ce que j'avais entendu. Je m'attendais pas du tout à ça et il est génial. Après, attention, c'est un jeu, on a essayé de jouer avec ma maman, qui a voulu nous faire plaisir. Et j'ai bien vu dans son regard, au bout de quelques tours, que c'était pas du tout sa came, parce que c'est un jeu où il faut pas mal réfléchir, il y a beaucoup de déductions, donc c'est pas le genre de jeu que vous faites, vous lancez les pâtes, et puis le temps que la sauce bolo et les pâtes cuisent, vous allez faire une partie. C'est vraiment le jeu que vous allez sortir en soirée, vous allez vraiment y jouer longtemps, parce qu'au final on fait pas une partie, on part en mission. Et c'est avec des gens qui aiment bien la déduction, donc il faut se dire, ok, toi tu dois gagner le 7 bleu, moi j'ai un 8 bleu dans ma main, donc si je mets le 8 bleu et que quelqu'un met le 7 bleu, je vais le remporter, donc tu ne pourras pas le gagner, donc il faut que je mette une autre couleur pour qu'on vide l'autre couleur avant que... Bref, si vous connaissez De Crew, vous savez de quoi je parle, si vous ne connaissez pas, franchement, testez-le quoi. Vraiment, enfin, il est vraiment, vraiment bien, et si vous êtes allergique au jeu de pli, peut-être pas parce que ça reste un jeu de pli, mais en dehors de ça... Enfin, il cartonne ce jeu. C'est pas pour rien qu'il a gagné autant de prix. Enfin, bref, voilà. De Crew, moi, c'était mon chouchou de cette année. Et on termine cette fois-ci par un plus petit jeu, beaucoup plus léger, plutôt un jeu qui s'adresse aux gens qui jouent pas spécialement souvent, voire même ceux qui jouent souvent, mais c'est plus un jeu qui plaira à ceux qui ne jouent pas souvent. C'est surtout, ça plaira aux jeux qui aiment bien se taquiner, en fait. J'avais vu la présentation du jeu dans le Belgo Ludico News, donc si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir la chaîne. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi est-ce qu'ils sortent un paquet d'Aiki Noodles? Enfin, je comprenais pas. Eh ben, Ramen Fury, le premier point fort du jeu, c'est son packaging. Clairement, enfin, t'as l'impression d'avoir un paquet de nouilles dans ta ludothèque et tu te demandes vraiment, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Donc quand tu le sors sur la table de jeu, c'est plutôt pas mal. Après, c'est un jeu qui est... c'est un jeu assez simple dans le sens où les joueurs vont avoir des bols. Dedans, leur but, c'est de faire des préparations de nouilles, donc d'avoir des parfums, comme dans les aiki, en fait, en gros, hein, saveur poulet, saveur crevette et autres. Et vous allez devoir essayer de récupérer les cartes qui vont vous permettre d'avoir des points. Donc, effectivement, si vous avez saveur poulet, ben, peut-être avoir des cartes poulet ou des choses comme ça. Et pour vous embêter, eh bien, les autres joueurs vont vous taper du piment dans votre bol, vont vous piquer vos ingrédients et vous allez devoir vous utiliser votre cuillère, pour autant que vous en ayez encore, pour récupérer et pour pouvoir essayer de reconstruire votre bol. C'est assez rapide, c'est assez simple, quoi. C'est pas un gros jeu qui va vous prendre des heures, mais c'est vraiment fun. Et si vous aimez bien jouer à des petits jeux à deux et que ça vous embête pas de vous taquiner dans un jeu, parce que c'est quand même très important. Nous, par exemple, on aime bien ne pas perdre, et donc du coup, on n'aime pas forcément quand l'autre nous empêche de gagner. Voilà. Et donc, c'est pas forcément le jeu qu'on jouera le plus. Mais par contre, il est très très fun, donc ouais, si vous avez un pote qui adore les aiki, ou si vous avez juste envie de surprendre quelqu'un avec un jeu, moi je trouvais ça vachement cool. Donc voilà, c'était un peu les 10 jeux auxquels on a joué au mois de novembre. Il y a eu, franchement, enfin, j'ai eu des gros coups de cœur. Vous allez dire on aime tous les jeux, alors non, il y a des jeux qu'on a testés où on a moins adhéré, donc forcément je vous en parle pas parce que je vais pas vous parler de tous les jeux qu'on a testés. Mais dans tous les jeux qu'on a testés, ceux qui m'ont le plus plu, ce sont ces 10-là, ce sont ces 10 jeux qui m'ont, soit on s'est marré, soit on a pu faire découvrir le jeu à d'autres gens. Je trouve ça aussi important, c'est que c'était pas que des jeux gros joueurs ou avec un peu de réflexion, il y avait quand même des jeux beaucoup plus légers, plus famille. Et malgré qu'on était en confinement, on a quand même pu jouer à ces jeux-là à deux, et donc ça aussi c'est important. À part de Crew, où là, à deux, ça fonctionne, mais on ne l'a pas testé. Donc voilà, donc c'était ma première sélection. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je ne sais pas si vous en avez testé certains, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé. Dites-moi aussi les jeux auxquels vous avez joué au mois de novembre. Quels sont les jeux que vous attendez, ou ceux qui vous ont plu ou déplu. Je vous retrouve tout bientôt, j'espère, être un petit peu plus rapide cette fois-ci pour la prochaine vidéo, pour vous partager mes coups de cœur ou mes découvertes du mois de décembre. Il y en aura certainement un petit peu moins parce qu'on a eu un mois de décembre plutôt chargé avec le changement du site, donc
pour ceux qui n'auraient pas eu l'information, donc tous les articles ludiques qui étaient sur I Love My Pixel sont désormais dans la boîte. Donc je vous invite à découvrir le nouveau site si c'est pas encore fait. Et je vous remercie d'avance d'avoir suivi la vidéo. Si c'est jusque-là, ben, franchement merci. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un commentaire. Et on se retrouve bientôt.